Alors que le grand débat d'Emmanuel Macron se termine dans 2 semaines, les Gilets jaunes, redynamisés par l'acte 15, entendent maintenir la pression sur l'exécutif. Moins médiatisés mais toujours présents, les mécontents s'inscrivent résolument dans la durée. Dans 3 mois, les électeurs français et européens seront appelés aux urnes pour élire leurs députés européens. En France, le scrutin fait la part belle à une nouvelle génération en tête d'affiche, entre renouvellement du personnel et coup de com' politique. Alors que les alertes sanitaires et les plaintes se multiplient contre le glyphosate, l'herbicide de Monsanto pourrait être l'un des moins dangereux pour la santé. Madame, Monsieur, bonsoir. 16e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Alors que le grand débat d'Emmanuel Macron prend fin dans 15 jours, les mécontents seront une nouvelle fois dans la rue pour faire entendre leur colère. Pour ce nouvel épisode, les villes de Lille et Paris pourraient être les principaux lieux de contestation. Un acte 16 pour valider le regain de mobilisation de l'acte 15. Les samedis se suivent et se ressemblent. Et pour ce nouvel épisode de mobilisation, 2 villes pourraient faire parler d'elles. Paris, comme toujours, avec cette fois-ci parmi les mots d'ordre le blocage de la place de l'Étoile. Les débordements parisiens à prévoir pourraient une nouvelle fois faire les choux gras des chaînes d'information en continu, des chaînes qui avaient préféré revenir largement sur le passage présidentiel au salon de l'agriculture lors de l'acte 15. À Lille, on veut donner une dimension internationale au mouvement et des déplacements de gilets jaunes belges, anglais, néerlandais ou encore allemands, espagnols et italiens seraient dans les tuyaux. Difficile, comme toujours, de quantifier en amont le nombre de manifestants. La ville de Lyon, elle, se verrait bien accueillir les gilets jaunes de toute la région administrative Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres agglomérations comme Rennes et Bordeaux pourraient encore être des hauts lieux de manifestations avec leur lot de violences policières et d'extrême gauche. Des villes comme Marseille, Montpellier, Toulouse ou encore Caen auront aussi leur cortège de mécontents. Alors que le mouvement apparaît moins suivi par l'opinion publique, il peut cependant compter sur les dérapages ministériels pour se renforcer. Ainsi, l'inénarrable ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'a pas hésité à faire un lien entre gilets jaunes et mortalité routière vendredi matin. Comprendre, les gilets jaunes détruisent les radars, les automobilistes font donc plus d'excès de vitesse, d'ailleurs non quantifiables, et il y a plus d'accidents, un peu facile, mais plus c'est gros, plus ça passe. Une chose est sûre, ce genre de sorties ne sont pas pour apaiser les éléments les plus énervés. Plus généralement, les manifestations seront aussi regardées de très près quant à leur coloration politique. Un peu délaissées par la droite, qui semble avoir mieux à faire, les cortèges sont de plus en plus marqués à gauche. L'essentiel pour le mouvement sera de maintenir la pression sur l'exécutif jusqu'à la fin du grand débat de Macron. Une opération de communication dont le résultat ne pourra en aucun cas satisfaire les manifestants. Des manifestants qui ont prévu une mobilisation de grande ampleur le 16 mars pour l'acte 18 dans la foulée des conclusions de ce fameux débat. La jeunesse au pouvoir. Dans 3 mois, les Français sont appelés aux urnes pour élire leurs députés européens. Et pour cette grande fête électorale, plusieurs formations ont décidé de confier leur tête de liste à des jeunes pousses. Une démarche qui s'inscrit à la croisée des chemins entre le nécessaire renouvellement du personnel politique et un besoin de communication. Jordan Bardella, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, des noms qui ne disaient pas grand-chose au tout venant il y a encore quelques mois, mais qui vont être mis sur le devant de la scène pour les 3 mois à venir. 3 mois, c'est le temps qui nous sépare du scrutin unique et proportionnel des élections européennes. 2 ans après le succès électoral de la République en marche d'Emmanuel Macron, les différents partis devaient réagir pour mettre en avant une offre renouvelée, un lifting de com politique pour sortir la tête de l'eau après le raz-de-marée en marche aux législatives. Si certaines formations n'ont pas encore choisi leur champion, à l'image de la majorité présidentielle ou du très agonisant Parti socialiste, d'autres ont déjà pris les devants, à l'image des Républicains, de la France insoumise et du Rassemblement national. Côté RN, c'est Jordan Bardella qui sera le chef de file du parti de Marine Le Pen. À 23 ans, il est la plus jeune tête d'affiche électorale. Ayant grandi dans une cité HLM au contact facile, il devrait permettre au parti de préserver son image populaire et garder la confiance de la base électorale de Marine Le Pen. Si certains voient dans sa candidature celle d'un pantin au service du parti, Jordan Bardella n'a pourtant rien d'un parachuté ou d'un nouveau venu en politique. Adhérent au parti à la flamme à seulement 16 ans, un temps proche de Florian Philippot, il débute
débute sur les plateaux télé à l'âge de 18 ans. À l'aise et efficace, il n'a rien à envier à ses colistiers, comme en témoignent ses interventions médiatiques. Ça fait des années qu'elle les défend, ça fait des années qu'elle est la porte-voix de tout ce milieu rural, dans les médias, dans les meetings, dans ses interventions, dans ses différentes campagnes électorales. Donc non, c'est tout à fait normal. C'est le moyen aussi d'écouter les revendications, notamment en lien avec l'Europe, parce que beaucoup d'agriculteurs nous ont fait part de leurs inquiétudes sur la baisse des crédits de la politique agricole commune, dont certains fonds vont être ralloués à l'accueil des migrants. Et donc ça crée de réelles inquiétudes à l'heure où de nombreux agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail, parce qu'ils sont soumis à une concurrence internationale qui est délétère, qui met nos produits en concurrence avec le monde entier, qui met les agriculteurs français en concurrence avec des agriculteurs canadiens, par exemple dans le cadre du CETA, qui sont payés 30 à 40% de moins. Et donc tout cela pose d'énormes inquiétudes. Il faut y répondre, il faut faire le patriotisme économique, il faut protéger notre agriculture. Et je crois que Macron essaie en fait d'alstomiser l'agriculture française. Voilà. Également bien introduit dans l'appareil de parti, il n'a pour le moment fait aucun faux pas. Et si son jeune âge a pu ça et là provoquer des moqueries, la présence d'un candidat de 23 ans ayant toute sa tête paraît tout de même rafraîchissant dans un pays où la Chambre haute a des airs de maison de retraite et où les dinosaures ont longtemps fait la loi dans les appareils politiques, à l'image du Parti socialiste avec le résultat qu'on connaît. En ajoutant une touche de jeunesse à la liste RN, Marine Le Pen semble avoir réussi un certain équilibre en proposant une liste rassemblant personnalités de droite, société civile et historique du parti. Moins jeune, mais également à l'aise en public, le candidat Les Républicains François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie, adjoint au maire de Versailles, le candidat a le mérite de donner des gages à une aile conservatrice de la droite parlementaire amenée à prendre toujours plus de place pour contrecarrer le grand rassemblement centriste qui est parvenu à créer la majorité présidentielle. Épaulé des anciens officiers du sarkozysme que sont les députés sortants Dati, Hortefeux et Morano, le candidat âgé de 33 ans cultive une image du renouveau, mais peine déjà dans le très difficile exercice qui consiste à proposer une troisième voie entre RN et LREM. En témoignent ses dernières déclarations maladroites à l'occasion desquelles il affirmait être plus proche de la vision européenne d'Emmanuel Macron que de celle de Marine Le Pen. Une opinion recevable, mais qui ne permet clairement pas aux Républicains de se démarquer d'En Marche. Donnant les gages nécessaires à un socle militant plutôt conservateur, François-Xavier Bellamy devra cependant faire des prouesses pour renouer avec un électorat populaire de droite qui rejoint de plus en plus le Rassemblement national. Son image de cateau versaillais, bien propre sur lui, pourrait d'ailleurs lui porter préjudice dans ce sens, avec toujours le risque d'être pris pour cible par des médias majoritaires encore très marqués par la culture anticléricale. Le moindre faux pas ou le moindre mauvais dossier pourrait retourner son image contre lui, comme la petite tragédie de Fillon en 2017 l'a montré. Enfin, toujours au rang de la jeunesse, mais à gauche cette fois, la France Insoumise propose une nouvelle tête d'affiche. On croyait la formation de Jean-Luc Mélenchon à court de candidats, ayant déjà envoyé des personnalités de premier plan à l'Assemblée nationale, mais non. Les Insoumis proposent cette fois-ci une candidate âgée de 29 ans, Manon Aubry, un jeune âge qui ne lui empêche pas d'avoir déjà pas mal traîné ses guêtres à gauche. Ancienne militante de l'UNEF, elle a également fait ses armes dans la gauche associative en étant porte-parole de l'ONG Oxfam. Elle a aussi participé à une mission humanitaire au Libéria pour Médecins du Monde et passé 2 ans en République du Congo auprès de la Fondation Carter. Un profil parfait pour séduire au-delà du seul réservoir électoral LFI et aller grappiller des voix chez les Verts, Génération de Benoît Hamon, et dans ce qu'il reste du Parti socialiste, des formations qui, elles, peinent à séduire par leur tête de liste. Moins sectaire que d'autres éléments de la France insoumise comme Clémentine Autain, Manon Aubry, qui n'a pas de lien avec l'ancien ministre socialiste, pourrait permettre à Jean-Luc Mélenchon de rêver à une 3e place lors de ce scrutin. Comme le Rassemblement national et les Républicains, la France insoumise a donc choisi de miser sur la jeunesse. Et dans ces 3 cas, les candidatures ont le mérite de proposer une forme de renouvellement, au moins cosmétique, des partis. Si les esprits chagrins diront que les appareils se servent de ces têtes de liste pour feindre un renouveau de personnel politique, l'arrivée de nouvelles figures devrait néanmoins profiter à ces formations. Ces têtes de liste ont en outre l'avantage, a priori, de ne pas avoir de casserole, un luxe dans le paysage politique français. Le glyphosate, un danger défendu, devenu le symbole de la lutte contre les herbicides. Le produit de Monsanto est considéré par certains comme l'un des moins dangereux pour la faune et la flore. Pourtant, des analyses contradictoires tentent à prouver le contraire. Thibaut Bastide. Le glyphosate n'en finit plus de susciter la polémique. Devenu le symbole d'une agriculture intensive dévastatrice pour les hommes et la nature, l'herbicide du géant américain Monsanto est désormais de plus en plus souvent mis sur le banc des accusés.
Classé dans la catégorie cancérigène probable pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS en 2015, les alertes quant à la dangerosité du produit se sont multipliées, aboutissant même à des attaques en justice. En témoigne le cas le plus criant, celui du jardinier américain Dwayne Johnson. Ce dernier, atteint d'un cancer, a accusé le pesticide d'être à l'origine de sa maladie. Une accusation confirmée par un tribunal de San Francisco qui a condamné Monsanto à une amende record de 289 millions de dollars. En France, d'après un rapport de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, 9100 tonnes de produits contenant du glyphosate ont été consommés en 2016, un sujet qui inquiète le grand public. Preuve en est, plus de 700 personnes ont fait analyser leur urine sous l'impulsion de l'association Campagne Glyphosate et plus de 250 ont d'ores et déjà porté plainte à titre personnel pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Cependant, ces résultats vont à l'encontre de la plupart des avis des agences sanitaires, américaines comme européennes. Il faut dire que ces dernières n'évaluent pas le danger, mais le risque. Ainsi, les agences sanitaires sont unanimes sur ce point. Les quantités de glyphosate retrouvées dans les urines ne présentent aucun risque pour la santé. Une contre-vérité selon Gilles-Éric Serralini, scientifique au CRIGEN, le centre de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. C'est entièrement faux. Alors dans ces experts, il y a des ignorants et des compromis, et puis des suiveurs. Nous avons décortiqué tout ça. J'ai fait moi-même partie des autorités d'expertise pendant 9 années. Et il se trouve que justement, Monsanto ne déclare qu'une molécule qui est le glyphosate et ensuite ne fait les tests que sur le glyphosate tout seul, alors qu'il n'est jamais commercialisé tout seul. Et que les poisons cachés qui sont avec, eh bien, résidus de pétrole et arsenic provoquent des tumeurs, mais aussi des maladies des reins et du foie extrêmement graves et des problèmes hormonaux. Et cela a été très bien démontré dans l'étude la plus longue qui ait jamais été faite sur le Roundup donné à boire aux doses autorisées dans l'eau du robinet pendant 2 ans sur des rats et qui sont extrêmement malades. Et contre cette étude, Monsanto a beaucoup lutté. Malgré les risques pour la santé, aucune autre molécule de désherbage n'aurait la même efficacité tout en ayant moins d'effets environnemental et toxicologiques. Si des solutions alternatives existent déjà, elles sont complexes à mettre en œuvre et pas sans conséquences économiques. Sans un changement radical des modes d'exploitation, le glyphosate pourrait encore avoir de beaux jours devant lui. L'actualité en bref avec l'excellent Thibaut Bastide. Le siège des Républicains officiellement vendu, un accord à hauteur de 46 millions d'euros a été conclu mercredi. Le nouvel acquéreur est une branche française d'un fonds d'épargne allemand, Real-IS, qui possède déjà des biens dans plusieurs grandes villes de France. L'argent de cette vente sera consacré en grande partie au remboursement de la dette du parti et à la location des locaux. Le parti de Laurent Wauquiez restera basé rue de Vaugirard à Paris. Attentat suicide à Mogadiscio. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une voiture piégée a explosé près d'un hôtel dans la capitale somalienne, faisant au moins 29 morts et plus de 80 blessés. Après l'explosion, des affrontements ont éclaté entre des combattants de la milice Al-Shabaab et l'armée somalienne. waxaan ahay mootaaleyda magaalada ka shaqeyso wadadan Makal Mukarrama maraay anigoo wadada dhex maraayo hal mar waxaa arkay gaariga seedka kale Makal Mukarrama hotelka agtiis seedka kale Leela Calaawi oo ahaa seedka kale asagoo galaayo markaan arkay gaariyo ordaa hilaac UK. L'attentat à la voiture piégée est l'un des plus importants ayant récemment ciblé Mogadiscio. Les États-Unis lancent un avis de recherche. Le département d'État américain a promis une récompense pouvant atteindre $1 million pour toute information permettant de retrouver Hamza Ben Laden, l'un des fils d'Oussama Ben Laden. Présenté comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda, Hamza Ben Laden était déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme.
La Russie prête à jouer au médiateur. Moscou a proposé à l'Inde et au Pakistan d'organiser les discussions qui pourront apaiser les tensions entre les deux pays. Depuis l'attentat suicide du 14 février dernier dans la région du Cachemire, les tensions se sont envenimées. Le Pakistan, qui s'est engagé à libérer ce vendredi un pilote indien, se dit prêt, avec l'aide de la Russie, à dialoguer avec l'Inde pour désamorcer la situation. Jeudi, les ambassadeurs de l'Union européenne ont rencontré Juan Guaidó, le président autoproclamé du Venezuela, à Brasilia. Les représentants de l'UE étaient présents pour montrer leur soutien à l'homme du coup d'État, suivant ainsi les pas de Donald Trump. Jeudi se tenait également un conseil de l'ONU au cours duquel a été abordée la question vénézuélienne. La rencontre s'est soldée par un double veto russo-chinois. L'ambassadeur russe à l'ONU a indiqué refuser de limoger un président et que l'unique objectif était le changement de régime au Venezuela. Le président sénégalais est enfin réélu. Après une semaine de dépouillement, Dakar a publié les résultats officiels provisoires des élections présidentielles sénégalaises. L'ancien président, Macky Sall, est réélu avec 58% des voix. Son mandat s'inscrira donc dans la continuité du précédent, c'est-à-dire la construction de nouvelles infrastructures. L'annonce de ce résultat pourrait pourtant mener à des violences similaires à celles précédant le scrutin, qui avait fait une vingtaine de morts. Nouveau départ pour les étoiles. Samedi, la fusée Falcon 9 devrait s'envoler de Cap Canaveral. À son sommet, la capsule Crew Dragon qui contiendra un mannequin et s'amarrera à la Station spatiale internationale. 5 jours plus tard, la capsule redescendra sur Terre. Le but de cette opération est de s'assurer que le vol est sûr pour les humains. Si l'essai est validé, 2 astronautes devraient s'envoler pour la Station spatiale internationale dans quelques mois. La NASA a d'ailleurs préféré se tourner vers la compagnie américaine et privée SpaceX d'Elon Musk, plutôt que de continuer à dépendre de la compagnie russe Soyouz. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, la gauche perd la boule. Ce soir, retrouvez Tête à Clash. Franck Tanguy et ses invités débattent des gilets jaunes, des scandales dans l'Église et d'un impôt sur le revenu payé par tous. Monsieur Macron fait appel aux maires lorsque ça brûle de partout, alors qu'au dernier congrès des maires, il n'a même pas daigné venir les rencontrer. Exactement. Comment voulez-vous qu'il y ait une logique qui permette aux Français de comprendre ce qui se passe dans ce pays en termes de gouvernement? Le problème, à mon sens, ce ne sont pas les institutions, ce sont ceux qui les habitent aujourd'hui. Regardez l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle joue comme rôle aujourd'hui? Rien. C'est d'une nullité crasse. Alors que cette Assemblée nationale, il y a une grande majorité. Non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord avec vous. Dans les précédentes mandatures, on a eu des assemblées nationales avec lesquelles on pouvait ne pas être d'accord, mais qui jouaient un vrai rôle. Là aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, écoutez, excusez-moi, il se passe rien. Samedi, découvre un nouveau numéro du Samedi Politique consacré à la fin du conflit syrien. Élise Blaise reçoit Richard Labévière, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Pour lui, dans ce dossier, la diplomatie française a eu tout faux. On est dans cette espèce d'incompréhension et d'approche idéologique d'une diplomatie française qui, sur ce dossier syrien, comme sur d'autres au Proche-Orient, a eu tout faux dès le départ et continue dans son erreur avec une ignorance et une arrogance inégalée de toute l'histoire diplomatique de la Ve République. Au nom de quels intérêts français doit-on financer à terme et à fond perdu une opération extérieure qui nous coûte la peau des fesses, pardonnez-moi l'expression, qui coûte beaucoup d'argent pour des objectifs stratégiques et des intérêts français qui sont inexistants. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 10 à 15 000 djihadistes hommes, masculins, armés, qui ont disparu dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Donc, voilà. Dimanche, Jean-Pierre Mogendre vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré aux abus sexuels dans l'Église. Et tout de suite, La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
Le patron du café de Campagnol a peu d'amis dans la restauration et pour cause. Nous sommes un lieu assez isolé et il est le seul café loto à des lieux à la ronde. Mais l'été, il lui arrive d'employer quelqu'un, et en l'occurrence, il lui arrivait, il y a longtemps, d'employer un grand type assez élégant nommé Jacques, célibataire, qui a très bien mené sa barque, puisque depuis 10 ans qu'on ne l'avait pas vu, pas beaucoup, Jacques a suivi le parcours de nombre de gens de la restauration quand ils ont à la fois du courage, une belle gueule, et le don des langues. Il a d'abord été garçon puis chef de rang dans une grosse brasserie à Toulouse, puis à Montpellier. Ensuite, il est parti faire des extras dans les cocktails de la haute société à Miami. Il a été chef de rang à Los Angeles dans un restaurant de Westwood. Et puis, il est rentré ouvrir un petit restaurant sur la Costa Brava qui marche assez bien. Et il vient d'en ouvrir un deuxième à Montpellier. C'est pourquoi on le voit plus souvent en ce moment. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, pour aborder deux sujets. Le premier, du bout des lèvres, c'est que ce type a jamais été marié et qu'on le voyait souvent accompagné d'un jeune type il y a 20 ans et que depuis 20 ans, le jeune type est devenu un vieux type, enfin un type mûr en tout cas, de 40, mais c'est le même, avec une voix un peu traînante, une tête d'officier de marine et un regard d'oiseau de proie. Le plus jeune est comptable, je crois, et il est aussi pilote de rallye. Quant à Jacques lui-même, non seulement il est très fidèle en amitié, amitié avec des guillemets, mais c'est le contre-type absolu de tous les clichés, car à 60 ans, il a toujours la même tête de légionnaire, des épaules très larges, une nature extrêmement velue, un front droit, un nez formidable, des opinions très droitières, une passion pour les voitures puissantes. Il fait de la voltige aérienne, du delta, du parapente. On dit volontiers, pudiquement, des messieurs comme ça qui vivent sous le même toit depuis 20 ans, qu'ils ont un goût très sûr, qu'ils ont une âme de décorateur, qu'ils adorent l'opéra, qu'ils sont très artistes, qu'ils ont une passion pour leur mère. Mais en fait, dans le cas de Jacques, c'est exactement l'inverse. Il n'aime pas tellement sa mère, il adorait son père, sa maison est ultra rangée, mais il n'y a rien dedans, sauf des maquettes d'avions. C'est un calculateur mental prodige, et j'allais oublier, il pratique les sports aériens à un niveau international. Il y a 10 ans, lors d'un championnat de deltaplane, il est parti d'ici un jour d'orage, quand ça commençait à gronder au loin. Son delta, là, presque rigide, une aile de planeur, en fait, s'est élevé vers l'horizon le plus clair, en direction des Pyrénées. À la fin, c'était une sorte de point minuscule à 3000 mètres d'altitude, il appelait ça « surfer un front d'orage » et il a atterri à Pau 3 heures après. Tout ça pour dire que c'est un dominant intrépide et qu'il a subi toute sa vie dans son métier de restaurateur un certain type de clientèle dont il parle volontiers parce qu'il entretient un rapport étroit avec la politique, surtout en ce moment, et qu'il reconnaît chez tel homme politique le comportement de ceux qu'il se farcit dans son métier, dit-il. Cette clientèle, pour résumer, c'est celle qui paye non seulement son repas, mais qui se paye à l'occasion du repas le droit d'humilier le personnel. Jacques dit volontiers que la restauration, c'est le plus petit échelon dans l'observation de la stupidité humaine. On voit débarquer des gens qui n'ont pas tellement de pouvoir, mais qui, là, pour 50 €, s'achètent le droit de jouer les frimeurs, encore plus s'ils sont accompagnés, sur le ton « il est comment votre Cahors ?» Alors j'ai toujours envie de leur répondre comme dans le sketch de Bigard, il est infect, mais j'essaie de caser les dernières bouteilles. Et là, il nous dit au bar, enfin dans l'arrière-salle, en s'adressant à son copain, le patron du café à Montpellier, mon adresse marche tellement fort en ce moment, c'est fou. Ce que je vois comme politique qui viennent frimer comme ça, des types qui te racontent l'histoire du vignoble avant de commander un vin, des gens qui te disent « je suis sûr que vous ne savez pas d'où vient l'expression qui d'ordine ». Et là, tu as vraiment envie de leur répondre « non ». Et en plus, si vous savez que comme je m'en tape. Et ce qui est frappant, c'est que ce côté donneur de leçons que les gens ordinaires peuvent se payer pour le prix d'un repas, ce comportement de malade, est décuplé chez l'homme politique, je le répète, et je précise français, car en Catalogne et en Californie, ce n'est pas le cas. Mais ici, l'élu français dépense l'argent du Conseil général sans compter et il essaie de commander des choses un peu difficiles comme s'il était ton ami. Ensuite, à table, il dit qu'il est ton ami. Il essaie de te prendre sous le bras pour humilier ses hôtes sur le ton « je suis copain avec le patron, d'ailleurs c'est moi qui régale ». Et à la fin, tu as envie de t'adresser à ses hôtes en disant « écoutez, l'écoutez pas ». Il ne connaît rien en cuisine, rien en anglais, rien à l'Espagne, rien à la Californie où j'ai quand même passé 4 ans. En tout cas, il y a une chose qu'ils détestent tous, c'est quand je dis que j'ai participé au championnat du monde de parapente au Brésil en 2005. Alors ça les humilie parce qu'ils ont la trouille. Et là, tout de suite, ils te disent que la pratique n'est pas assez encadrée et qu'il y a trop d'accidents. Sous-entendu, si j'en avais le pouvoir, je ferais cesser ces conneries-là puisque je suis incapable de voler moi-même. Eh bien, me dit-il, la France, c'est ça. Tu muselles les gens qui font des trucs que tu ne sais pas faire. Ça, c'était la conclusion provisoire. Et puisque ce Jacques m'a invité à passer à son restaurant de Montpellier, il y aura certainement un deuxième épisode parce qu'il est à fond pour les Gilets jaunes. Et je n'ai pas eu le temps de vous expliquer pourquoi encore. Mais ça viendra. Abonnez-vous. Merci.
Un réalisateur français, François Margolin, vient de sortir un reportage de terrain intitulé « Salafiste ». En France, il n'a pas reçu l'autorisation de projeter son film, qui paraît du coup aux États-Unis. Le scandale de la censure française a attiré l'attention des distributeurs américains qui, profondément choqués, ont du coup décidé de relever le défi. Aux États-Unis, le film sort donc dans plus d'une trentaine de villes avec, sur l'affiche, la mention « Censuré en France », ce qui est, là-bas paraît-il, un magnifique argument publicitaire. Sorti il y a plus de 2 ans, le film de François Margolin s'est heurté à la censure répétée de plusieurs ministres de la Culture. La raison en est simple, il heurte de plein fouet le discours officiel sur l'islam. Il rappelle que, oui, les djihadistes sont bien musulmans et qu'il existe en France un véritable aveuglement sur le danger qu'ils représentent. On psychologise les terroristes en ne voyant dans leur passage à l'acte que le fait de déséquilibrer mentaux. Or, le film salafiste tient à rappeler que les terroristes sont des gens qui raisonnent et agissent en conscience. Pour se donner bonne conscience, justement, Fleur Pellerin a osé dire au réalisateur qu'il risquait, par son film, de faire la promotion du djihad. Oui, vraiment, il fallait oser le dire. Derrière la décision du gouvernement, des pressions venues d'Arabie Saoudite ne sont probablement pas à exclure. Le prince héritier peut agir de multiples façons. Annuler des contrats jutés pour les entreprises françaises, sortir des dossiers compromettants pour des dirigeants politiques, passer au hachoir le réalisateur, comme ses services l'ont fait récemment pour un journaliste trop critique, etc., etc. Quoi qu'il en soit, la terrible mise sous silence dont François Margolin a fait les frais prouve bien le déni de réalité dans lequel sont enfermés nos dirigeants. Le réalisateur nous rappelle pourtant ce principe de bon sens que nous devrions méditer tous les jours. Il faut écouter nos ennemis, surtout si l'on veut les combattre. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.